Pour lancer cette journée, je vais vous donner quelques chiffres de cadrage qui vont venir étoffer ce que disait Jean-Luc juste à l'instant. Donc on sait que le web aujourd'hui c'est important, on sait qu'être présent sur Internet c'est essentiel, mais quels sont les chiffres, à quel point c'est essentiel? Donc quelques chiffres sur le web, aujourd'hui nous sommes à 2,3 milliards d'individus connectés à Internet, c'est plus d'un tiers de la population totale de la Terre, c'est juste énorme, il faut juste en prendre conscience. Les réseaux sociaux, c'est 1,5 milliard d'individus qui sont sur les réseaux sociaux. C'est autant que les utilisateurs de véhicules, de voitures. Donc voilà, ce sont des chiffres comparatifs pour que vous preniez vraiment conscience que ce n'est pas un phénomène, c'est une réalité. Il faut vraiment être présent, il faut que le web existe dans votre quotidien de travail. Et la vente en ligne dans tout ça, puisque c'est un peu la thématique de notre journée, c'est vendre, pour être présent sur le web pour pouvoir vendre son activité. La vente en ligne, le chiffre d'affaires 2012 était de 1043 milliards de dollars sur le chiffre d'affaires réalisé en ligne dans le monde, avec une augmentation de près de 22% par rapport à 2011. Et ce qui est prévu pour 2013, puisque l'année n'est toujours pas terminée, c'est 1222, aux alentours de 1222 milliards de dollars. C'est énorme. Le chiffre d'affaires réalisé sur Internet, sur le e-commerce, c'est énorme. Et en France, eh bien en France, c'est 45 milliards de dollars. C'est pas anodin non plus. Ce n'est pas juste une tendance, c'est une réalité aujourd'hui. Il faut vraiment en prendre conscience. Les gens achètent sur Internet, mais ils ne se contentent pas d'acheter sur Internet. Ils en parlent, ils parlent de ce qu'ils achètent. On vous parle en atelier, pour ceux qui viennent régulièrement, des avis clients. Les avis clients sont... Les gens déposent des notes, déposent des commentaires, discutent, que ce soit sur des sites d'avis clients comme sur les réseaux sociaux. Ils parlent entre eux de ce qu'ils achètent, des produits, des services qu'ils achètent en ligne. Et ça va, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, les gens le font. Donc il faut vraiment en avoir confiance et surveiller ces commentaires. Et c'est pareil, ça continue à augmenter. D'année en année, les chiffres augmentent. Et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, eh bien c'est ça, il faut penser mobilité. Les gens n'achètent pas seulement sur leur PC, on peut imaginer que c'est beaucoup plus agréable de naviguer sur son PC, mais ils achètent aussi sur leur tablette, sur leur mobile. Les gens continuent, où qu'ils soient en fait, ils sont en permanence connectés, d'où l'importance aussi du Wi-Fi. Offrez le Wi-Fi à vos clients ont besoin de se connecter, ils sont actifs en permanence et ils achètent aussi sur des terminaux comme les tablettes, comme les mobiles. Et le tourisme dans tout ça, parce que là on parle de e-commerce de façon générale, le tourisme dans tout ça, eh bien en France, 59% des internautes achètent des produits ou services liés au tourisme, au voyage. 59%. C'est 12 milliards d'euros entièrement réalisés sur Internet en 2012. C'est le premier poste en fait du e-commerce, de la vente en ligne. C'est le tourisme, les services, les voyages, c'est le premier poste du e-commerce en 2012 en France. Et comme disait Jean-Luc tout à l'heure, les gens réservent 60% des Français qui sont partis en vacances ont préparé leurs vacances en ligne. Donc ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, ils ne savent pas où ils vont aller, ils regardent, ou alors ils savent où ils veulent aller mais ils veulent préparer, connaître les activités, chercher leur hébergement. Mais c'est pas tout. 44% des Français qui sont partis vont jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'ils vont en plus réserver directement en ligne. C'est vrai pour les hébergements, mais c'est vrai aussi pour les activités de loisirs. Si vous leur permettez de réserver une visite, eh bien ils le feront parce qu'au moins ça sera fait en avance, ils n'auront pas besoin de faire la queue quand ils arrivent. Donc, pour terminer, pour conclure en fait, pour vendre en ligne, pour pouvoir toucher ces gens-là, il faut être visible. Et pour être visible, il faut être bien référencé. Donc je passe la parole à Mathieu Badeau. Bon, merci, une super transition. Alors du coup la transition. Ok. Bon, bonjour à tous. Je vais mettre là parce que voilà. Donc je m'appelle Mathieu Badeau. Je vous parlais de deux choses ce matin. Je vous parlais de vente en ligne. Alors quand on parle de vente en ligne, on aborde, enfin moi je le vois comme ça, on aborde finalement tout le web marketing. Donc ça c'est la deuxième partie. On va se concentrer là sur un point.
qui est la visibilité, et donc qui est le référencement, et le référencement naturel, puisqu'il y a un atelier cet après-midi sur le référencement payant, c'est-à-dire là, comment je peux faire pour bien référencer mes pages web sur Google, mais sans payer, c'est ça l'idée. Donc, alors, voilà, donc juste en guise d'introduction, 3 chiffres, vous avez pris plein de chiffres, voilà, donc ce sera les derniers. On a 90% des recherches qui commencent par un moteur de recherche. C'est-à-dire quand on cherche quelque chose sur Internet, on demande un moteur de recherche. Et le moteur de recherche qu'on utilise, enfin, en tout cas en Europe, à 90% et plus, c'est Google. Il y a des pays même qui sont complètement... ils ne sont pas 100%, ils sont à 99%, c'est le cas de la Slovaquie par exemple. Bon, en France on est à 92 je crois. On n'est pas les pires en Europe, mais on est quand même très Google dépendant, quoi, hein. À chaque fois qu'on se parle, voilà, c'est vraiment monopolistique. Et dans le cadre d'un parcours d'internaute pour acheter un voyage en ligne, la dernière enquête de Google qui était sortie sur le marché français, c'était qu'avant de réserver, avant de sortir sa carte bleue pour acheter un produit touristique, il va faire 25 requêtes. 25 requêtes sur Google. Pour aller voir 10 sites. En moyenne, tout ça c'est des moyennes. 10 sites, et c'est intéressant, c'est vraiment les tout derniers chiffres que j'ai eu de Google de 2013. Avant on en avait 16. Alors je ne sais pas ce qu'on doit conclure, pour moi c'est pas forcément très bon. Mais voilà, en tout cas, si on se concentre que là-dessus, on a 25 requêtes. Donc bon, voilà, c'est juste pour dire la pomme, la tarte aux pommes, donc voilà, il faut vraiment optimiser son référencement naturel, c'est juste crucial quand on annonce ces chiffres-là. Alors, oui, ça c'était juste pour vous montrer effectivement la domination de Google dans le monde, c'est-à-dire il y a des cas particuliers, hein, il y a la Chine, la Russie qui sont complètement indépendants de Google. Même les États-Unis, c'est très rigolo, hein, les États-Unis qui sont le pays de Google, ils étaient là-bas, ne sont pas aussi dépendants que nous, ils sont à 66%. Hein. Donc on a Yahoo par exemple qui se porte bien. Et ça équilibre un peu plus les choses, c'est-à-dire que là, vous, le référencement, c'est Google, quoi. Voilà. Si vous voulez avoir de viser des Américains, effectivement, des Russes ou des Chinois, il faudra avoir une approche différente. Donc, 3 choses quand on tape, là j'ai tapé chambre d'hôte en Dordogne, donc on a AdWords, hein, qui est le programme, c'est la régie pub de Google, hein, c'est les liens sponsorisés qu'on verra cet après-midi, c'est en moyenne 30% des clics. Le référencement naturel, c'est tout le reste, c'est 70%. Et dans ce référencement naturel, il y a un truc qui est très très important, qu'on va appeler référencement local, qui est un petit peu différent, on va faire un petit point là-dessus. Alors, vous avez des ateliers, vous avez dû en avoir beaucoup, du Google Plus local. Tout le monde voit de quoi je veux parler, Google Plus local? C'est bien, ça me rassure. Si vous me dites tous non, je fonds en larmes et je m'en vais. Parce que c'est crucial. Alors c'est pas vraiment, on va faire la différence entre le référencement, juste pour la sémantique, qu'on soit bien d'accord, ce qu'on appelle référencement naturel, c'est le fait de référencer, sans payer, des pages web. Voilà. Et le référencement local va être comment j'optimise ma présence, comment j'optimise ma fiche, ma Google adresse, mon Google Plus local, pour être présent. Alors, d'un petit pointeur, je ne suis pas habitué. C'est ça? Voilà, comment je fais pour être présent potentiellement ici? Sur des requêtes dans le tourisme où on a destination, enfin produit touristique plus destination, on a quasiment systématiquement ce qu'on appelle les résultats géolocalisés qui remontent, qui sont ceux-là. Et généralement, il y en a 7. Donc évidemment, quand vous êtes dans le top 7, c'est une situation tout à fait confortable, mais qui n'est pas liée à un travail d'optimisation de votre site web ou de vos pages web, qui est liée à un travail d'optimisation de votre fiche Google Plus locale. C'est clair ça? Ok. Enfin, non, mais vous avez le droit de me dire c'est pas clair, je comprends rien. Si, vous avez le droit, je ne vais pas pleurer. Alors, je vais essayer de rapidement faire un point là-dessus, donc ce que j'appelle moi le référencement local. C'est le fait d'être présent sur Google Maps au départ. La démarche, je m'inscris sur Google Plus local. Vous avez tous fait cette démarche-là? Oui? C'est là où je pars, normalement, si vous me dites non. C'est le fait d'aller s'inscrire, hein, d'avoir un compte Google dans un premier temps, et ensuite c'est l'ex-Google adresse, si vous l'aviez déjà, c'est parfait. Elle est liée à votre compte Google, et vous avez une espace d'administration pour placer votre entreprise sur Google Maps au départ, et avoir un descriptif. Donc là, il y a tout un travail après
de petites choses à faire qui, potentiellement, je ne vous garantis rien, mais potentiellement peuvent vous permettre d'accéder au top 7 des résultats qui sont présentés dans les résultats naturels de recherche. Bon, la base, c'est effectivement géolocaliser son entreprise sur Google Maps, potentiellement être dans le top 7, et évidemment c'est crucial pour le mobile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Google Maps est utilisé par quasiment tous les smartphones, même les téléphones Apple, j'en vois quelques-uns, qui ont leur propre système de carto, mais qui est jugé par les utilisateurs. Il y a des utilisateurs de téléphones Apple là ici, je vois Jean-Luc déjà. Ouais. Vous êtes content de l'application carte? Oui. Oui. Bon, ça va. Mais vous avez Google Maps quand même. Oui. Voilà. C'est là où je voulais en venir en fait. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le plus utilisé et les offices de tourisme ne diront pas le contraire. Souvent la première demande qu'on a au comptoir, c'est est-ce que vous auriez une carte dont la partie carte elle est hyper importante, notamment pour les, je pense à des restos, enfin vous avez des mobinautes un peu acharnés comme moi, c'est-à-dire je cherche un restaurant, je vais demander à Google Maps. Si je ne le vois pas dans mon champ de vision, qu'il est juste derrière et qui peut être très bien, mais qui n'est pas sur Google Maps, pour moi il n'existe pas. Donc, en séjour, c'est crucial. Donc, particulièrement pour les activités de loisirs, des choses comme ça, où on va s'y intéresser particulièrement en séjour, c'est essentiel. Et c'est gratuit, donc c'est une naturelle. Alors les critères d'optimisation, on va aller directement là-dessus. Bon, c'est d'une part de la revendiquer, c'est-à-dire, ça normalement, si vous l'avez et vous avez répondu oui à la question j'ai une Google adresse, c'est fait. Hein. Vous avez une petite... comment dire, un petit truc coché là en fait, quand vous vous connectez à votre interface de votre back-office, généralement au moment où il va vous proposer valider votre fiche. Vous l'avez déjà fait ça? Il vous envoie un petit code par SMS. Voilà, donc ça c'est vachement important. Il vous le propose hein, systématiquement, normalement il suffit de se connecter. Donc si ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté, connectez-vous, normalement il va vous le proposer. Ça c'est le premier point, mais c'est important. Ensuite, j'ai du mal. Bon, ensuite, l'idée, c'est de compléter parfaitement sa fiche. Vous avez une barre de progression, il faut être absolument à 100%. Il faut mettre les mots-clés à l'intérieur, notamment dans le titre. Si vous voulez bien ressortir sur chambre d'hôte en Dordogne, c'est quand même mieux d'avoir ces mots-clés-là à la fois dans votre descriptif, si possible dans le titre. Le titre, c'est aussi le nom de votre établissement. Il faut absolument mettre son nom. Et si on peut glisser chambre d'hôte en Dordogne, à ce moment-là, ça sera intéressant aussi. Avoir un site web associé à la fiche et avoir des informations correspondantes. Ces infos-là, on les tient d'une étude qui a été faite, qui est externe à Google. Google ne filtre rien là-dessus. C'est très difficile d'avoir des informations. Une étude américaine qui est reprise par tout le monde, donc a priori qui est assez fiable, qui prouve ça, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des correspondances entre les termes, et notamment sur les termes locaux, c'est-à-dire codes postaux, adresses, etc. Il doit y avoir des correspondances entre votre fiche et votre site web. Vous devez faire des liens aussi, des liens vers votre fiche Google Adresse. Ça, on verra, c'est un point essentiel dans le référencement naturel. Mais sur votre fiche Google Adresse, c'est important d'avoir ce qu'on appelle des backlinks, des liens qui vont les pointer sur cette fiche. Et il y a un endroit qui est idéal pour ça, c'est la page accès. Je ne sais pas, venir chez nous, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Cette page-là, elle est idéale parce que généralement, il y a votre adresse, il y a votre code postal, on a toutes ces informations correspondantes. Et on a cette page qui va pouvoir orienter sur votre fiche Google Adresse. Donc c'est à cet endroit-là déjà où vous êtes chez vous, là, donc c'est facile à faire. Je vous invite vraiment à faire un lien vers votre fiche Google Adresse à cet endroit-là. Et après, si vous pouvez en avoir d'autres, dans un contexte, on va dire sémantique, un peu identique, ça pourrait être la fiche de l'office de tourisme qui va pointer aussi sur la fiche Google Adresse. Bon, souvent, elle va pointer sur votre site web, ce qui est plus naturel et logique. C'est bien d'en avoir plusieurs. Ça, on sait que c'est un point qui est pris en compte. Avoir des avis. C'est aussi un site d'avis, Google Plus Local, et qui tente vraiment à le devenir, de plus en plus. Une fois que vous avez validé votre fiche, certains ont dû recevoir un petit autocollant, donnez votre avis sur Google. Non, vous avez vu ça? Donc ils font du TripAdvisor, c'est-à-dire ça devient, là on sent que l'axe fort de Google, c'est de faire de Google Plus Local le système d'avis référent, voilà, au moins équivalent à TripAdvisor, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais ce qui va, à mon avis, dans un futur proche, être une réalité, je pense. Donc il faut en avoir, et en plus, quand vous en avez plus que 5, et que la note n'est pas trop mal, c'est-à-dire plus que 3,5 je crois,
vous avez les étoiles qui s'affichent dans les résultats naturels de recherche. C'est pour ça que parfois, dans le top 7 hein, qui remonte sur la requête, on l'a plus, là, mais chambre d'eau en Dordogne par exemple, enfin, il n'y en avait pas, je crois, sur cette requête-là. Vous avez certains qui ont des étoiles et d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Bon, ça c'est clair que sur le taux de clic, le fait d'avoir des étoiles, ça joue aussi, c'est important. Donc voilà, incitez vos clients, enfin, je vous renvoie sur des ateliers, des ALT, voilà, incitez vos clients à laisser leur avis, alors évidemment sur TripAdvisor, mais aussi sur Google Plus local. Ça sera un point qui sera pris en compte. Et le dernier point, enfin l'avant-dernier, parce que le dernier vous pouvez rien y faire, j'y viens. L'avant-dernier point, c'est le fait d'avoir des +1, d'avoir des partages, de rentrer finalement un peu dans l'écosystème et d'être actif dans l'écosystème Google+. Alors Google+, c'est le réseau social de Google, qui est assez similaire à ce que fait Facebook en fait. Avec votre fiche Google+, locale, vous pouvez la transformer, si vous voulez, enfin je vais essayer d'être clair, parce que c'est pas forcément évident, de la transformer en page Google Plus locale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comme on a une page Facebook, tout le monde voit ce que c'est, hein, je communique en tant qu'entreprise sur Facebook, je vais communiquer en tant qu'entreprise sur Google Plus, et je vais le faire avec une page, comme sur Facebook, exactement pareil. Et là, je vous invite vraiment à prendre votre Google adresse finalement, pour l'appeler comme elle s'appelait avant, votre Google Plus local, pour la transformer en page, et après voilà, faire des publications, avoir des gens qui vous suivent, etc. Et plus ça sera actif, plus il y aura des +1, plus il y aura des choses comme ça, et plus ça participera à optimiser votre positionnement. Vous voyez ici, c'est votre back-office d'administration Google Plus local. Si vous êtes connecté il n'y a pas longtemps, c'est comme ça maintenant, ça a changé, c'est beaucoup plus joli. Et ici, vous avez commencé Google Plus local. Soit vous l'avez fait, vous avez commencé, et là, automatiquement, vous avez transformé, si vous voulez, votre fiche en page. Alors, je vais vous l'illustrer de cette manière-là. Je crois que je vais juste après. Voilà. Donc là, on a une page. Vous voyez, il y a post en plus, ce qui fait qu'on va faire des publications. Et là, on a une simple fiche où il y a info et photos seulement. Et c'est beaucoup plus riche ici. Là, on est vraiment sur une page Google Plus locale. Et là, on est sur une simple fiche, en fait. Donc ça aura une importance. Et donc, le dernier critère, c'était être situé en centre-ville. Mais bon, ça... Je l'ai mis en dernier. Voilà. Mais voilà, c'est pris en compte. Il va favoriser ceux qui sont en centre-ville plutôt que ceux qui sont en périphérie. Voilà. Et c'est la vision du centre-ville selon Google, quand même. Voilà. Vous pouvez avoir un aperçu sur Google Hotel Finder de ce niveau. Voilà. Bon, voilà les principaux critères d'optimisation. Il y a des petites choses à faire, et si c'est bien fait, et surtout que les autres ne le font pas, vous vous remontrez. Voilà, assez facilement. Donc par contre, au départ, ce qui est intéressant, c'est de cibler la combinaison de mots-clés sur laquelle vous voulez finalement le plus remonter. En tout cas, est-ce que c'est chambre d'eau de Dordogne, est-ce que c'est chambre d'eau de Bergerac, est-ce que c'est chambre d'eau de Périgord. Voilà, il y aura, à mon avis, un choix à avoir quand même au départ. Parce que ça va être difficile de faire tout. C'est possible, mais normalement, c'est un peu compliqué. Voilà, et le dernier point, je voulais juste faire un petit... Vous aurez le lien, vous aurez le support, hein, de toute façon, c'est la visite virtuelle. Alors la visite virtuelle, vous avez entendu parler aussi. Là. Le Street View est à l'intérieur de chez vous, en fait. Hein. Bon, c'est payant, hein, ça par contre. Il faut faire appel à un photographe agréé Google. Voilà ce que ça peut donner, je vais juste donner un exemple. Donc, on l'a évidemment sur la fiche. Donc ça c'est assez intéressant parce que quand vous avez par exemple des gens qui sont en Street View directement dans Bergerac par exemple, ils peuvent être dans la rue et à un moment, si vous êtes connecté, rentrez chez vous, c'est-à-dire même pas rentrer chez vous directement comme ça, c'est tout à fait possible. Et surtout vous êtes propriétaire du fichier aussi que vous achetez, donc vous pouvez le mettre sur votre site. C'est une question. Juste par rapport à ça, donc on vous a envoyé un mailing il y a peu de temps par rapport au Street View intérieur. On a un partenariat. Les Street View intérieurs sont faits par des photographes Google agréés. Excusez-moi, je peux vous entendre mieux. Les partenariats sont faits avec. Les Street View sont faits avec les partenaires, les photographes Google agréés. On en a un sur la Dordogne maintenant. On a un partenariat avec lui et il fait une réduction pour tous les adhérents du territoire en fait. Que ce soit adhérents Pays des Bastides, adhérents Office de tourisme, enfin bref, pour tous les adhérents du territoire. Donc vous retrouvez l'information sur le site pro normalement, on l'avait mis en ligne. Donc ça comprend des photos, c'est toujours intéressant d'avoir des photos en plus faites par des professionnels et le Street View intérieur qui est directement mis en ligne sur votre Google adresse par le photographe agréé, enfin Google Plus local.
Et le site pro, je vous rappelle, www.bergerac-tourisme-pro.com. Voilà. Ou en bas à gauche du site Bergerac Tourisme aussi. C'est pareil du sujet. Voilà pour le petit focus Google Plus local. Moi aussi j'ai du mal, je l'appelle toujours Google Adresse. C'est très important, quoi. Voilà, c'est très important, il y a des petites choses à faire, c'est pas très compliqué. Et si vous êtes dans le top 7, bah, vous ne regretterez pas. Oui. Je peux poser juste une question? Bien sûr, ouais, chose par rapport à ça. Ce que je trouve, c'est que, d'accord, il faut inciter les gens à déposer des avis sur Google+, mais je trouve ça très compliqué. Il y a des gens qui ont voulu essayer de me laisser des avis, et ils ont abandonné parce que c'était trop compliqué, ils n'ont pas réussi à déposer des avis. Sur Google Plus? Ouais. Parce qu'à chaque fois, bon, faut-il qu'ils aient une adresse Gmail, C'est ça, faut qu'ils qu'ils aient un soient compte Google. déjà connectés en même temps, qu'elles soient déjà actives. Enfin, donc il faut presque les coacher pour leur expliquer allô, j'y arrive pas, je veux bien, mais là j'abandonne. Ouais, non. S'ils n'ont pas de compte Google, ça va être embêtant. Là. Oui, voilà. Alors bon, donc c'est difficile de communiquer là-dessus en fait, parce que effectivement c'est très compliqué. Bah non, je pense qu'en fait, soit ils ont un compte Google et c'est hyper simple. Même en ayant un compte. Ah non, si on a un compte Google, c'est très simple. Oui, mais alors faut-il encore que sa boîte Gmail soit active au moment où on dépose un avis sur... Ah oui, Ouais. si. Et encore ça peut même être plus compliqué encore sur TripAdvisor aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi un compte. De toute façon, on aura toujours la même démarche sur tous les avis. Le problème, c'est que soit vous avez affaire à des clients qui, soit qui ont un compte Google, qui ont déjà laissé un avis, par exemple sur TripAdvisor, ce sera la même logique. Hein. Auquel cas, bah, pour eux, ce sera naturel et facile. Soit vous n'avez pas affaire à ces clients-là, mais vous ne pouvez pas faire le tri, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc... Bah si, parce que si on communique déjà par mail, on voit bien s'ils ont un Gmail ou pas. Ouais, donc... on peut avoir un compte Google sans Gmail. Hein. Ah oui. Eh oui. On a Picasa, on a un compte Google. On a déjà chargé une vidéo sur YouTube, on a un compte Google. Enfin... Ouais, ce que je veux dire, c'est pas gagné d'avance, quoi. Voilà. D'accord. Et aussi, c'est ça. Et aussi privilégie TripAdvisor et jamais Google. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que c'est à vous plutôt de leur envoyer le lien. Oui, mais même quand vous êtes sur sur plein de choses, c'est difficile. Plus quand vous êtes sur une centrale de réservation qui eux-mêmes envoient. Donc ils peuvent pas. En fait, l'idée c'est pas de tout faire d'un coup. On est bien d'accord. Hein, le client il le fera qu'une fois. Hein. Exactement. On est d'accord. Mais vous alternez. Mais quand on fait, après coup, on envoie les invitations Google sur d'autres clients qui sont déjà venus, ils vous mettront pas sur Google+. Alors, est-ce que c'est lié à la nationalité? Je sais pas. Non, c'est pas encore référent. Aujourd'hui, États-Unis, Angleterre, c'est pas référent. C'est pas référent, c'est TripAdvisor le référent, très clairement. Hein. Après, attention, c'est quand même en train de changer un petit peu, surtout que Google le pousse, donc quand Google pousse un truc, généralement il finit par y arriver. Et surtout, là, je vous l'ai mis pour vous, en fait, dans l'intérêt de l'algorithme, pour potentiellement être mieux placé. Sur mes factures, moi je marque, j'ai mis tous les petits logos. Et on parle de 5-6 avis là en même temps. Oui, c'est jouable hein, sur une saison d'en avoir 5-6 pour au moins avoir les étoiles qui remontent vous voyez, dans les résultats naturels de recherche. Mais c'est très rapide, hein. J'ai eu un message sur Google+, tout de suite, paf, le référencement, il a... Ça impacte. A impacté tout de suite. Ben, surtout, tout dépend du niveau de concurrence après à côté, c'est toujours pareil. Vraiment, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça avait une incidence terrible. Voilà, sur quelques clients, enfin pensez-y, quoi. Voilà. Là, on n'est pas sur des volumes, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50, 60. Voilà. L'idée, c'est d'en avoir au moins 5-6 pour, voilà, si la note est bonne, avoir les étoiles qui s'affichent aussi dans les résultats de recherche. Oui. Quand vous parlez 5-6, c'est par année, parce que s'il y a des messages de 2010, ça ne sert plus à rien. Non, il y a aussi ça, l'ancienneté, il prend les derniers, j'ai plus la période minimale, mais quand c'est trop vieux, il les prend pas en compte. Hein. Non, ça c'est sûr. Je ne sais plus vous dire exactement quand. Voilà, pour Google Plus local, je parlais de référencement naturel cette fois-ci, donc le fait de référencer des pages web, et non pas son site internet, comme on entend trop souvent. Il y a quelques critères sur le site web, mais, donc je vais essayer de faire simple, au travers de 5 règles. Donc avoir un site qui est bien fait, bien hébergé, rapide, donc ça c'est les principaux critères, on va dire, vous verrez souvent des critères, on parle des critères on-site en fait.
en référencement, c'est des critères qui concernent, c'est l'anglais, hein, je suis désolé aussi, qui concernent tout le site internet. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. Après, tout le reste, c'est page par page que ça se travaille. Donc, au départ, c'est d'avoir, hormis ces critères concernant tout le site, le premier point de départ, c'est je veux me positionner sur quoi? Quelles sont les combinaisons de mots-clés que je vais essayer d'optimiser, de travailler? C'est le point de départ, hein, sinon vous faites... il y a toute une démarche de travail d'optimisation, mais il faut savoir sur quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail. Et ensuite, on va faire le contenu, rédiger un contenu qui va être en rapport avec cet objectif de se positionner en première page de Google sur telle combinaison de mots-clés, avec telle page. On va voir là plutôt la règle numéro 4, c'est le concevoir des pages pour les robots de Google, c'est-à-dire on va parler un langage un peu barbare, c'est-à-dire les métatitles, des choses comme ça, pas très compliqué enfin en soi, mais il y a quelques règles de balisage, on va dire. Et le dernier point qui est sans doute le plus important, enfin c'est même pas sans doute, c'est le plus important, c'est les backlinks, c'est les liens. C'est ce qui va dire que cette page-là elle est populaire, parce qu'elle a plein de liens pertinents qui pointent sur cette page. Voilà. Bon, règle numéro 1, avoir un site bien fait. Donc, vous aurez le support, c'est volontairement un peu, alors focalisez pas parce que c'est très dense en fait du coup, mais je vous l'ai laissé pour que vous ayez après vous puissiez le retravailler au chaud chez vous. Bon, l'idée c'est de partir avec le bon cheval, donc pas un site en flash par exemple, hein, on part avec une technologie HTML, etc. Enfin propre quoi, enfin propre. Le flash pas sale, mais enfin il est juste. C'est que de l'image. Google, c'est des robots hein, qui scannent vos pages, ils ne savent pas faire, enfin, ils ont du mal. Donc avec les sites en flash, ils ont du mal. Donc ça ne marche pas beaucoup. Le nom de domaine aussi, c'est pareil. S'il est bien, votre nom de domaine, ne changez pas. Voilà. L'ancienneté est un critère important sur le nom de domaine. Et ça ne sert à rien d'essayer de suroptimiser le nom de domaine. C'est-à-dire, au-delà de 3 mots-clés dans le nom de domaine, on commence à prendre des risques de suroptimisation. Par exemple, le cas hôtel Bergerac pas cher, par exemple .com, risque d'être pénalisé. Parce qu'on cherche vraiment, enfin, c'est un aveu à Google, on cherche à se positionner sur la requête hôtel pas cher Bergerac, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Temps de chargement des pages, c'est un critère aussi qui est important. Si ça met du temps à charger, si vos images vous crament comme ça, etc., vous serez pénalisé. L'accessibilité des pages, ça c'est un point très important aussi. Ça veut dire qu'on a un site qui est bien tenu, en fait. C'est notamment les liens cassés. Vous avez créé une page un jour, puis vous l'avez supprimée. Par contre, elle était en lien interne sur une autre page, et donc quand on clique sur ce lien, il n'y a plus rien. Vous savez, les erreurs 404, des choses comme ça, vous avez déjà vu. Voilà, ça c'est pas bon. Hein. Donc on a des outils qui permettent de voir... oui, pour vous voir rigoler. Alors ça c'est pas bien. Donc, mais ça se corrige assez facilement. Hein. Sur des petits sites, on le voit assez rapidement, mais enfin, sinon vous avez un outil qui s'appelle le Google Webmaster Tool, vous rentrez tout dedans, il va vous dire ce qui ne va pas. Voilà, à l'exception, je prends des raccourcis, mais en gros, à l'exception de ces critères-là, tout le reste, ça se travaille page par page. Donc ça, souvent, si vous partez avec un site, un Jimdo, un WordPress, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il peut y avoir des soucis aussi sur l'accessibilité des pages, c'est-à-dire que là, si vous faites n'importe quoi, vous créez des pages, vous les enlevez, vous les supprimez, il reste toujours les liens, etc. Oui, là ça sera un problème, et vous êtes seul responsable. Mais sinon, après, pour la technologie, etc., l'hébergement, c'est pareil, pas de petites économies sur l'hébergement. Hein. On va chez OVH, on prend l'hébergement à 70 €, c'est très bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Enfin, essayez pas d'aller prendre un hébergement aux États-Unis qui coûte 15 €, voilà, ça ne sera pas vous rendre service. Voilà. Donc plutôt en France l'hébergement et dimensionné à votre activité. Quoi. Voilà. Je prends 70 € pour les prestataires, souvent il y a une formule à 70 € chez OVH, elle est très bien, celle-là, elle est largement suffisante. Même presque trop. Enfin, c'est pas bon. Enfin, OVH, faites ce que vous voulez, mais je n'ai pas d'action chez OVH, hein, mais c'est juste qu'ils sont en France et bon, c'est plutôt une boîte solide. Après, on est sur des critères qui vont concerner les pages web, et donc point de départ, réflexion stratégique sur les mots-clés. Sur quelle combinaison de mots-clés vous voulez vous positionner, et quelle page, sur quelle page pardon, vous allez faire le travail d'optimisation. Donc souvent on part de l'existant,
Alors il y a deux façons de faire, hein. Soit on est centré sur les combinaisons de mots-clés, on se dit bah voilà, ça va être chambre d'hôte Périgord. Chambre d'hôte Périgord, c'est mon objectif, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, donc moi j'ai une piscine, donc ça sera chambre d'hôte piscine Périgord par exemple. Et là ça sera beaucoup plus simple, parce qu'on a une combinaison plus importante, donc moins concurrentielle, etc. Et après le travail ça va être de dire bah, sur quelle page je vais faire ce travail d'optimisation. C'est rarement la page d'accueil. La page d'accueil elle est faite pour être en première page, voire en première position quand on tape votre nom. C'est ça son job en premier. Après, normalement, on va soit créer une page spécifique pour faire ce travail d'optimisation, soit regarder l'existant en se disant, bah là, oui, ça serait plutôt telle page. Je parle déjà de ma piscine sur cette page-là, et ben ça sera celle-là, la page chambre d'hôte Dordogne, piscine. Ouais, il va falloir m'aider parce que je vais galérer tout le temps, je le sens. Donc il y a quelques règles de base, une page, un thème, ou un thème, une page, comme vous voulez. En tout cas, difficile de se positionner sur plein de combinaisons de mots-clés avec la même page. C'est très, très difficile. Le cas typique pour les offices de tourisme, souvent que je vois, c'est la page loisirs, où on parle de via ferrata, de randonnée, de choses comme ça, et en fait on pense peut-être, certains, pas ici évidemment, mais on pense se positionner sur via ferrata, randonnée, plus le nom de sa destination sur la même page. Non, c'est pas possible. Au mieux, on peut se positionner sur loisirs et le nom de la destination. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Un thème, une page. Et donc, bien définir sur quelle, c'est ce que j'ai dit, bien définir quelle combinaison de mots-clés, quelle page on va travailler, sur quelle page on va travailler la combinaison de mots-clés qu'on a définie. Voilà. Alors après, pour choisir ces combinaisons de mots-clés, le plus simple, c'est quand même de chercher la cohérence avec votre contenu et puis de votre intuition, quoi, globalement. Demandez aussi à vos clients ce qu'ils tapent. Vous ne pouvez plus trop faire confiance à Google Analytics parce que les gens ne vous le disent plus. C'est les fameux not provided, là, je ne sais pas si vous avez. Bon, enfin, en tout cas, il y a les mots-clés tapés par les internautes qui visitent votre site internet, on ne voit quasiment plus rien maintenant dans Google Analytics, donc ça, c'est un peu embêtant. Puis globalement, ce n'est pas tout à fait un bon indicateur parce que vous avez déjà trouvé, quoi. Puisque vous les avez ils vous ont trouvé, vous savez qu'ils ont tapé tel mot-clé, donc vous n'étiez pas si mauvais que ça. C'est pas forcément ceux-là, c'est plutôt les clients qui viennent comme ça. Voilà, pour venir dans notre destination, vous avez fait quoi sur Google? Là, on apprend pas mal de choses, hein, c'est assez intéressant. On apprend des choses comme, par exemple, meubler n'est jamais tapé. Hein. Si vous avez un gîte ou un meublé, sachez que le terme meublé, c'est un terme de technicien du tourisme. Hein. Le client, il tape location, location de vacances. Il tape pas meublé. Gîte éventuellement, ouais, mais meublé non. Donc dans le choix des mots-clés, c'est important. Voilà. On va choisir des mots-clés qui sont tapés quand même, hein. C'est mieux. Donc votre intuition, les retours clients, oui vous avez les recherches associées de Google, vous savez quand vous faites des recherches sur Google, en bas souvent vous avez des petits textes en bleu qui vous disent ah, peut-être vous cherchez ça, peut-être vous cherchez ça. Ça peut vous donner une indication. Bon, les stats effectivement, les synonymes aussi, donc il y a des dictionnaires des synonymes qui peuvent vous aider à ce travail-là. Bon il y a évidemment, alors ça s'appelait avant le générateur de mots-clés Google, vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu parler? Maintenant ça s'appelle Google Ad Planner. Il doit avoir aussi un nom en français. Bon, il faut avoir un compte AdWords, enfin il faut créer un compte Google et aller dans l'interface AdWords. Vous n'êtes pas obligé de faire des liens sponsorisés, ni de sortir votre carte bleue pour utiliser l'outil, il n'y a pas de souci, mais il faut aller dans AdWords. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis de lien, parce qu'il n'y a pas de lien, vous rentrez dans AdWords avec votre compte Google et vous suivez le chemin. Hop, petit pointeur, voilà. Et là vous allez dans Outils, il manque un petit bout de... je corrigerai. Dans outils de planification, et après vous pourrez avoir les volumes de requêtes. C'est-à-dire que vous allez taper des mots-clés, l'outil va vous faire des suggestions, et surtout il vous donnera, un point qui est très important, il vous donnera cette combinaison de mots-clés-là, il y a tant de personnes qui la tapent dans le mois, tant d'internautes qui la tapent dans le mois. De manière, sur une moyenne à l'année, et avec la périodicité aussi. Vous aurez le niveau de concurrence aussi. Alors, le niveau de concurrence, attention, c'est le niveau de concurrence sur AdWords. Aux enchères, sur les liens sponsorisés. Souvent, il y a quand même une corrélation. Pas toujours, mais globalement, souvent. Des combinaisons de mots-clés qui sont très concurrencées sur AdWords sont souvent aussi compliquées en termes de référencement naturel. C'est très très souvent le cas quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi de la concurrence sur le référencement naturel. Ah bah voilà, obtenir des statistiques relatives au volume de recherche et des listes de mots-clés, etc. Alors ça peut
c'est quand même un bon outil qui va vous inspirer, surtout pour vous rassurer en vous disant il y a des gens qui tapent ça ou personne. Voilà. Bon, après, si vous avez un spa par exemple, et que vous êtes le seul à avoir un spa, enfin, c'est un point quand même fort, vous avez chambre d'hôte Dordogne avec spa, et qu'il vous dit volume de requête cacahuète, pas grand chose, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le travailler. Parce que même s'il y a 5 internautes qui cherchent ça, ils cherchent vraiment ça, votre produit correspond tout à fait. Alors attention, hein, les outils, il faut faire. Le volume de requête n'est qu'un indicateur. Mais c'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que si vous faites un mauvais choix là, tout ce que vous allez faire derrière, ça sera pas inutile, mais presque inutile. Donc c'est vraiment important de choisir les bonnes combinaisons. Et moi je vous invite à être dans les combinaisons à 3 mots-clés, voire 3 mots-clés et plus, parce que c'est moins concurrentiel. Voilà. 3 mots-clés par page? Non, enfin je parle de combinaison de mots-clés en fait, donc une combinaison de mots-clés par page, et cette combinaison, plutôt une combinaison à 3 mots-clés. Plutôt. Après, à 2, si vous y arrivez, elle est plus tapée hein, souvent. Chambre d'hôte Dordogne, enfin déjà, chambre d'hôte ça marche pas, mais camping Dordogne, si vous y arrivez, c'est super. Et il y a de fortes chances que ce soit concurrentiel quand même, et que ce soit compliqué. Alors il y a des fois, il y a hôtel, alors je sais pas, hôtel Bergerac, j'ai pas regardé. Mais hôtel Bordeaux, pardon, vous êtes un hôtel à Bordeaux, hôtel Bordeaux, mais c'est même pas la peine d'essayer quoi. C'est même pas la peine d'essayer. Vous n'y arriverez jamais. La première page, elle est inaccessible. En tant qu'hôtelier seul avec son site, il ne peut pas quoi. Parce qu'en face, il a trop des gros costauds quoi. Il n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente plutôt sur du tremble. Ensuite, on va faire le contenu. Donc après, il faut beaucoup de contenu texte. Pertinent, il faut d'abord rédiger pour l'internaute. Je parle de référencement, mais quand vous allez rédiger cette page, souvent vous partez de l'existant, donc il va falloir réécrire un petit peu ce qui est écrit pour y glisser le plus possible vos mots-clés. Balancez pas au début de la page chambre d'hôte Dordogne, chambre d'hôte Dordogne, chambre d'hôte Dordogne. Hein. C'est une évidence, mais je préfère le dire, ça va se voir. Hein. Donc écrivez avant tout pour l'internaute. Original, c'est le contenu dupliqué. Il ne faut pas qu'on retrouve le même texte, la même page ailleurs sur un autre site. Ça s'appelle du duplicate content, du contenu dupliqué. Et ça, Google, il aime pas. Il le voit rapidement et il vous pénalise assez fortement d'ailleurs là-dessus. Il y a un problème une fois, sur l'ICT dont on parlait tout à l'heure. Bon, et adapté à une lecture web, alors là, c'est tout ce qui est l'ergonomie et l'écriture sur le web. On n'a pas le temps là, de rentrer dans le détail de toutes les bonnes pratiques. Moi, je vous ai ressorti juste ce qui me semble pour moi le plus important. Dans un seul titre, un seul sujet, ça revient à un thème par page en fait. 3 niveaux de lecture, ça c'est vachement important, 3 niveaux de lecture. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous avez un site qui a l'air, si vous n'en avez que 2 par exemple, vous n'avez que titre et paragraphe, vous avez un site qui est tout étriqué, ça donne l'impression d'être chargé, etc. Donc souvent 3 niveaux de lecture, c'est titre, sous-titre et paragraphe. Voilà, c'est vachement important d'avoir ça, bon, la plupart du temps c'est le cas. Séparer les idées par paragraphe, une idée par paragraphe, des phrases courtes. On met les mots-clés en gras, ça on le verra aussi sur d'autres parties, c'est un point important. Et puis on tient compte, un point important, principalement sur PC, de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que les informations importantes, et donc les mots-clés que vous visez au début. Voilà. La ligne de flottaison, vous savez, c'est ce qu'on affiche en fonction de la résolution d'écran, c'est-à-dire après il faut scroller, c'est-à-dire il faut descendre. Vous avez des petits outils qui permettent de tester ce que voit un internaute quand il a une résolution 800 par 600, etc. Vous avez le lien ici. Autre point important, c'est que ce contenu doit évoluer petit à petit. Alors ça c'est compliqué à faire, parce que quand on se met dans une logique d'optimisation de page, on y consacre la journée, et à la fin de la journée, ça y est, la page elle est faite, elle est nickel, voilà. Bon. Dans l'idéal, ça il faut faire comme ça, c'est impossible autrement, mais dans l'idéal, il faut revenir régulièrement pour changer des petites choses, etc. C'est important que votre site vive et qu'il y ait des modifications assez régulières. Enfin, les pages de votre site vivent. Et après, le plus important pour le référencement naturel, c'est votre capacité, dans le contenu texte, à répéter les mots-clés que vous visez sur la page en question. Donc typiquement, sur la page chambre d'hôte avec piscine en Dordogne, on peut changer. Mais bon, vous allez l'écrire un petit peu comme ça, un petit peu partout. Alors ça va être le titre réellement écrit de la page. Vous allez le mettre dans le titre, vous allez l'enrober un petit peu. Il faut que ce soit vraiment écrit pour l'internaute, mais c'est un petit peu le jeu
Vous savez, comme des fois, entre consultants, on se fait des jeux, tu dois placer dans ta conférence tel mot. Truc impossible en principe. J'ai joué avec personne aujourd'hui. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est l'idée de dire bah, comment je vais réussir, tout en parlant français et en étant pertinent et intéressant, à placer le plus de fois possible ces mots-clés-là. Ces mots-clés-là et les déclinaisons. Alors, de plus en plus, on sait que les synonymes sont pris en compte par Google. Dans quelle proportion, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est bien aussi d'aller utiliser des synonymes. À chaque fois, je vais à l'envers. Et donc la capacité à répéter vos mots-clés, mais attention pas trop. Toujours pareil. C'est la densité, c'est ce qu'on appelle la densité de mots-clés. La densité de mots-clés, je vous ai mis effectivement entre 2 et 5%. Alors rassurez-vous, vous avez des outils qui comptent pour vous, hein, parce que sinon c'est l'horreur. C'est le nombre de fois sur le nombre de mots total de votre page, combien de fois vous répétez la combinaison qui vous intéresse. Répétez-la jusqu'à 10 fois maximum, ça dépend de la longueur de la page. J'aime pas trop cette. C'est souvent ce qui est dit, mais j'aime pas trop le nombre de fois, je suis plutôt en pourcentage. Bon, c'est un peu plus précis. Entre 2 et 5%, vous ne prenez pas de risque. Vous pouvez monter jusqu'à 10, mais c'est un petit peu risqué. Alors après 10, par contre, c'est très très risqué. Google va penser que vous faites de la suroptimisation, et donc il va vous déclasser. C'est toujours pareil, hein, c'est un peu le jeu du chat à la souris. Ça, c'est un point important quand même. Il y a un point très important aussi, alors j'en parle, je pense, après, c'est d'avoir les mots-clés dans l'intitulé de rubrique. L'intitulé de rubrique, souvent, c'est le menu de navigation principal. Et là, si vous pouvez mettre vos mots-clés dedans. Chambre d'eau en Dordogne avec piscine, ça fait un gros bouton, hein, quand même. Parce que là-dessus, vous ne pouvez pas tricher, c'est des éléments de navigation, et si vous faites de la suroptimisation, le client, il ne se repère plus sur votre site, et voilà, donc ça, c'est très pris en compte. Bon, et là, on va voir un petit peu du technique. L'idée, c'est de mettre en exergue des mots-clés, donc pareil, une chambre d'hôte avec piscine en Dordogne, donc dans l'URL de la page. Ça, c'est votre nom de domaine, slash, là, vous mettez le mot-clé, voilà, pas de souci, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous mettez la combinaison que vous visez. Les intitulés de rubrique, bon, voilà, dans la mesure du possible, hein, attention, hein, il s'agit qu'on puisse se repérer sur votre site, quand même, c'est important. Dans les titres et les sous-titres, on appelle les balises sémantiques. Ça, dans le contenu, on vient d'en parler. Les balises sémantiques, on va parler de balises H1 pour le titre principal de la page, H2 pour le sous-titre, pour le sous-sous-titre, etc. H3 jusqu'à H6. C'est plus ça. Bon, rassurez-vous, ça ne vous mettrez pas les mains dans le code. Si vous avez un CMS, je vais en parler après, ça se fait tout seul. Et à vous d'avoir la logique de dire, bah, dans mon titre, je vais mettre les mots-clés, dans mon sous-titre, je vais mettre les mots-clés, etc. Faire des liens internes aussi. Donc des liens dans les pages de votre site. C'est-à-dire que dans la page d'accueil, par exemple, il pourrait y avoir un petit texte de présentation et à un moment, vous allez écrire bah, chambre d'hôte en Dordogne avec piscine. Sur ce terme-là, vous allez faire un lien interne. Vous allez prendre toute la combinaison de mots-clés, chambre d'hôte en Dordogne avec piscine, et vous allez orienter sur la page que vous avez optimisée. Un lien interne. Très important ça. Et alors la démarche, c'est exactement la même sur d'autres sites après. C'est ce qu'on verra sur le point 5, c'est-à-dire d'avoir des liens de même nature, mais sur des sites différents. Site d'office de tourisme, site pertinent par contre, en rapport avec. Voilà. Donc évitez, effectivement, je vous ai mis éviter le cliquer ici. On en voit encore. Vous tapez cliquer ici sur Google, vous allez avoir le nombre de pages indexées. Vous allez voir si c'est encore ça fait rentrer. Cliquez ici, ça veut dire que la page sur laquelle on oriente, on cherche à l'optimiser sur le terme cliquez ici. Ça revient ça. Donc, essayez de toujours avoir ça en tête. Je monte tout le temps, hein, je vais le prendre à l'envers en fait. Bon, un point important, c'est aussi, alors là, souvent ça vous fait peur, ça c'est ce qu'on appelle les balises, les méta en fait, les balises méta-title et méta-description. Méta-tag aussi, donc je n'en parle même pas, c'est pas pris en compte dans le référencement. Il y en a une qui est prise en compte dans le référencement vraiment par les robots de Google, c'est la balise méta-title. En gros, c'est, là on est purement dans du code, c'est un truc qui ne se voit pas sur votre page, c'est ce qui se voit sur les moteurs de recherche en fait. Ça sera un petit peu plus clair, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Balise méta-title, c'est ça. Méta-description, c'est ça. Méta-title, c'est pris en compte par les robots de Google. Méta-description, c'est pas pris en compte par les robots de Google. Par contre, c'est vachement important pour le taux de clic. C'est lu par les internautes et c'est ce qui les décide de cliquer ou pas, à condition déjà d'être bien positionné, on est d'accord, mais c'est un point important.
Donc la meta title, vous allez la définir pour chacune de vos pages. Donc il y a un petit truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait il y a deux titres de la page. Il y a le titre sémantique, si vous vous souvenez, c'est le H1 qu'on a vu tout à l'heure, qui est le titre vraiment écrit sur votre page, qui se voit. Et le titre supérieur, on va dire le titre de la page, qui est affiché dans les moteurs de recherche et qui est la balise meta title. Il y a deux titres. Alors dans l'idée, vous pouvez faire des toutes petites variations. C'est-à-dire que là vous allez mettre vos vrais mots-clés, chambre d'hôte avec piscine dorée. Vous allez mettre ça en titre. Et dans le H1, vous allez mettre peut-être une petite variante, avec un petit synonyme sur. Vous allez peut-être mettre, je sais pas, vous allez garder Dordogne et. Je sais pas, vous essayez d'avoir une variante. Vous pouvez mettre la même chose, c'est pas grave. Si on peut mettre c'est souvent là qu'on utilise des synonymes, en fait. Ça peut être intéressant de switcher avec les synonymes. Voilà, donc ça c'est important. Et métadescription, c'est surtout important pour le client. Donc là, on est dans l'approche commerciale. On rédige vraiment pour les internautes. Là. On n'est pas dans une logique de mots-clés, pas du tout. Et le dernier point, c'est sur les images. L'idée, c'est de ce qu'on appelle l'attribut alt, c'est dans le code aussi. Mais ça, c'est pareil. Votre back-office de gestion de votre site web, il vous le permet, ça, en fait. Quand vous mettez une légende à une image, normalement, il renseigne automatiquement dans le code ce qu'on appelle l'attribut alt. Ça ressemble à ça, en fait. Enfin, ça ressemble à ça quand c'est pas renseigné. Donc là, on met les mots-clés aussi derrière les images. Vous allez la montrer sur la page, votre piscine, forcément. Donc là, vous allez mettre chambre d'hôte en Dordogne avec piscine. Ou la piscine de ma chambre d'hôte en Dordogne. Oui. Alors, on aura, parce que bon, moi je passe pas, c'est moi qui fais le site. Donc je le fais complètement, je l'écris et tout. Avec HTML. Bon, j'ai les vieilles versions, mais est-ce qu'on pourra avoir tout ce que. Le support. Voilà. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il est un peu dense, parce que vous puissiez le réutiliser aussi derrière. Et donc, rassurez-vous, si vous utilisez ce genre d'outils, donc WordPress ou Jimdo, ça se fait pas tout seul. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être webmaster, donc vous n'avez pas besoin de mettre la main dans le code HTML et d'ouvrir les crochets. Enfin, moi, je ne sais pas faire ça. Je suis incapable de faire un truc pareil. Par contre, sur WordPress, vous avez un petit module qui est ici, où vous voyez votre meta title, votre meta description, vous allez pouvoir rentrer effectivement tout ça. Le moteur, enfin l'éditeur HTML permet de mettre des titres, des sous-titres, etc. Donc de renseigner automatiquement H1, H2, H3, etc. Jimdo, c'est la même chose, qui a évolué d'ailleurs, qui est très bien. Donc pas de souci, quoi. C'est des termes barbares, mais en fait c'est quand même pas très compliqué ça. Bon, il faut juste apprendre, peut-être reposer. Et dernier point important, les backlinks. Donc ça, c'est ce qui va faire souvent la différence, parce que le travail, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous le faites vous-même dans votre coin sur votre site web. C'est pas hyper compliqué, il faut juste le faire, c'est parfois fastidieux. Plus on a du contenu, plus c'est fastidieux. Mais vous avez besoin de personnes. Là, vous avez besoin d'autres personnes pour faire des liens. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Il y a des sociétés spécialisées sur le référencement qui estiment ce critère-là, on va dire, à entre 60 et 70% du travail. Enfin, en tout cas, de la plus-value pour le référencement. Donc l'idée, c'est d'avoir des liens avec des sites cohérents. On n'est pas dans les annuaires de liens, des choses comme ça ne paye plus du tout et ça paye de moins. Enfin, ça a eu payé, mais il y a très longtemps. Ça ne marche pas du tout. Les robots de Google indexent le contenu des pages et sont en mesure de faire des comparaisons, si vous voulez, sémantiques. Ils disent, bah oui, là on est dans un univers sémantique similaire, là c'est bon, donc effectivement, voilà, si vous avez des liens vers tous les sites de plombiers de Bergerac, par exemple, ça ne sera pas tout à fait pertinent. Il vaut mieux rester dans le tourisme, par exemple. Et le top, si on veut se positionner donc, sur le mot-clé, la combinaison de mots-clés chambre d'hôte en Dordogne avec piscine, bah, c'est d'avoir un lien, dans l'idéal, qui va reprendre le terme chambre d'hôte en Dordogne avec piscine, donc ça sera ça qui sera cliquable et qui orientera sur votre page optimisée, donc c'est ce qu'on appelle l'encre du lien. Dans l'encre du lien, il y aura les mots-clés qui vous intéressent, et sur cette page, il faudra que ça parle de chambre d'hôte, de Dordogne et de piscine. C'est difficile de tout avoir des fois, mais dans l'idéal, c'est ça. Et au minimum, il faut que ça parle de chambre d'hôte et de piscine. Dordogne, accessoire, ou l'inverse. Vous suivez? Ouais.
Voilà, donc on va privilégier des liens avec des sites cohérents, utiliser les mots-clés, c'est ce que je viens de dire, dans l'encre du lien. Ah, y aller progressivement aussi, c'est pareil. On essaie de ne pas faire tous les liens le même jour, c'est mieux. Alors là, ça c'est si vous voulez le faire entre vous, l'échange de liens, c'est un truc un peu connu. Je te fais un lien, tu fais un lien, on s'arrange comme ça. Google le voit aussi, ça. Il voit bien qu'il vous fait un lien et que. Enfin, il voit les liens réciproques. Donc quand il n'y a pas réciprocité, ça a plus de valeur. Logique. Ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur pour le référencement, ça compte plus. Quoi. Non, mais ça a plus de valeur pour celui qui crée le lien ou pour Bah là c'est celui qui le réciproque. reçoit. Non, là c'est réciproque, c'est dans les deux sens. De toute façon, quand vous faites des liens, sur votre site, vous faites des liens vers d'autres pages, vous travaillez pour les autres. Et après, effectivement, c'est l'inverse. Là, ça se fait dans les deux sens. Quand c'est réciproque, et quand c'est réciproque, ça a un peu moins de poids. Donc l'idée, c'est de faire un truc à 3, à 4. Vous faites un lien qui vous intéresse voilà, sur la page, et madame fait la page sur etc. Ça, c'est jamais réciproque. Je le dis souvent, en pratique, c'est pas toujours. Voilà. Bon, les réseaux sociaux aussi sont très importants, parce que Twitter, c'est des liens, Facebook, c'est des liens. Enfin, Facebook, c'est bon. J'aimerais bien avoir vraiment des infos précises. Les robots de Google ne vont pas dans Facebook, ils sont interdits. Facebook dit non. Tu sais, c'est HTTPS, il ne faut pas leur rentrer, on ne donne pas l'accès, etc. Dans les pages, oui, la page, elle est référencée sur les moteurs de recherche, mais c'est tout. Donc, Facebook, je serais un petit peu plus. Voilà. Google+, c'est certain. Et tout ce qui est blog, etc. Je vais faire juste un petit focus sur les blogs. Oui, alors avant, effectivement, sur ce point-là, il faut avoir des espèces de réflexes, en fait. C'est-à-dire que jamais rater une occasion d'avoir un bon backlink. Si l'office de tourisme m'appelle et me dit bah, tiens, on fait une conférence aujourd'hui, etc. Je vois le programme, je dis bon, là, sur l'invitation, donc la page qui est en ligne, si au lieu de mettre www.marketingetourisme.net, je pourrais avoir par exemple un lien sur le mot-clé consultant et tourisme qui pointe sur la page consultant et tourisme, oui, c'est mieux quoi. Donc je le demande. On me dit non, c'est pas grave. Voilà, mais je le demande. C'est toujours avoir cette logique de ne pas rater une occasion, de se dire oui, tiens, j'ai une page qui est optimisée sur tel mot-clé, là je peux avoir un lien, plutôt que d'avoir un lien sur ma page d'accueil, comme c'est tout le temps le cas et ça ne sert pas à grand chose la plupart du temps. L'idée c'est voilà, de ne pas rater ça, voire de le proposer en échange de services. Et tirer profit du web 2.0, alors j'ai pris un exemple et on finira là-dessus. Donc c'est un blog de voyage qui parle d'hôtels avec piscine. Alors, il y a toutes les photos, des hôtels magnifiques. En plus c'est un blog, c'est le blog de eBrooker, je crois, un gros site de vente en ligne, anglais, qui a son blog et qui a un blog vraiment dans une type de référencement naturel aussi de ses pages à lui. Parce qu'il se fait plein de liens internes à l'intérieur de son blog, etc. Il se crée lui-même ses propres backlinks en développant un blog. C'est une technique assez connue. Donc là, l'idée, c'est un peu chafouin, hein, mais bon, ça marche pas mal. C'est d'utiliser le module de commentaires, en fait, et d'aller dans le champ en nom. Bon, la technique est connue, hein, c'est pas dit que ça passe à chaque fois, mais bon. Vous mettez hôtel Dordogne, piscine. Alors là, ça ne parle pas de Dordogne, ça parle d'hôtel avec piscine. Donc on est sur une page qui est très cohérente pour se positionner sur ce mot-clé-là. On met un petit commentaire et on met surtout ici sa page qui est optimisée. Sur le mot-clé hôtel Dordogne, piscine. Et quand on va valider le commentaire, on aura sur le nom, on aura hôtel, donc on sera en bas de page dans les commentaires du blog. Donc on est sur une page qui parle d'hôtel et de piscine. Et on aura un lien, un backlink qui pointe sur sa page avec dedans les mots-clés hôtel, Dordogne, piscine. Sur une page cohérente, puisque ça parle d'hôtel et de piscine. Vous voyez la démarche? Et là, tout seul, comme un grand, vous êtes fait votre propre backlink. Sous réserve évidemment que le blogueur l'accepte, etc. Bon, c'est une technique à utiliser avec modération, mais qui fonctionne pas mal. Voilà. C'est juste pour illustrer la démarche. Et évidemment, après, si vous pouvez avoir des liens, ce qu'on appelle des liens en dur, c'est-à-dire dans le contenu texte, là, vous seriez cité dans l'article avec le mot-clé hôtel, Dordogne, piscine, bon, c'est encore mieux. Oui. Jusqu'à combien de pages on peut avoir? Parce qu'à force de créer des thèmes par des pages, on peut avoir un site qui est énorme.
trop lourd. Mais bon, et après, C'est sans limite, hein. oui, non, mais au niveau du référencement, est-ce que ça pénalise pas d'avoir... Ah non, au contraire, parce que plus vous avez de pages, plus vous avez des opportunités d'être bien placé. Sur des combinaisons de mots-clés parfois très... Oui, mais très bon, précis. après l'internaute qui va sur votre site, il peut être perdu, puisqu'il y a une grosse multitude de... Et voilà, il faut garder la cohérence par rapport à tout ça, mais il n'y a pas de limite si vous voulez. En tout cas, il vaut mieux parfois segmenter et créer des pages pour pouvoir parler de choses très précises et du coup vous positionner sur des combinaisons mots-clés très précises. Alors, vous avez une piscine et vous avez un spa. Vous pouvez parler de votre piscine et de votre spa sur la même page, mais c'est dommage. Parce qu'en termes de référencement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une page pour chaque, pour travailler des combinaisons différentes. Et est-ce qu'on peut transformer les pages en fiches PDF? Non, ça fait vraiment le même effet. Hein. Les PDF sont référencés, mais c'est pas... non. Non, puis même côté client, enfin, on est dans un truc où on doit charger, c'est pas pratique. Quoi. On doit la charger, notre page. On doit la télécharger. Il faut faire des pages web. Voilà, j'ai terminé pour cette petite partie. Je sais pas si voilà, merci, je sais pas s'il y a des questions. Voilà, on va passer aux questions. Si vous avez des